Tandis que les bonapartistes drapent leur complot dans les plis de la toge antique, Miette et Silver brandissent le drapeau de l'insurrection romantique. C'est en effet la liberté guidant le peuple de Delacroix qui sert d'écran au portrait de Miette. Alors, elle apparut, dans la blanche clarté de la lune, drapée d'un large manteau de pourpre qui lui tombait jusqu'aux pieds. Le capuchon, arrêté sur le bord de son chignon, la coiffait d'une sorte de bonnet phrygien. Elle prit le drapeau, en serra la hampe contre sa poitrine et se tint droite, dans les plis de cette bannière sanglante qui flottait derrière elle. Sa tête d'enfant exaltée, avec ses cheveux crépus, ses grands yeux humides, ses lèvres entr'ouvertes par un sourire, eut un élan d'énergique fierté en se levant à demi vers le ciel. À ce moment, elle fut la Vierge Liberté. La toile représente un épisode des Trois Glorieuses qui ont mis fin au règne de Charles X. On reconnaît parmi les insurgés un ouvrier, un paysan en blouse, un polytechnicien avec son bicorne, un Gavroche coiffé de la faluche des étudiants, et même un monsieur en redingote. C'est d'abord cette union sacrée de la bourgeoisie et des classes populaires qui fascine Zola. En tête venaient de grands gaillards aux têtes carrées, qui paraissaient avoir une force herculéenne et une foi naïve de géants. Aux gens de la Palude avait succédé une autre troupe d'ouvriers, parmi lesquels on apercevait un assez grand nombre de bourgeois en paletot. « Les patrons se sont joints aux ouvriers, reprit Silver. Il y a là des gens riches, Miette, des riches qui pourraient vivre tranquilles chez eux et qui vont risquer leur vie pour la défense de la liberté. Il faut aimer ces riches. Et c'est tout le tableau, avec ses personnages, son mouvement et ses couleurs, qui émerge progressivement du récit. Conduits par des stratèges improvisés, dont un formidable homme au sabre, les insurgés, armés d'anciens mousquets de la garde nationale, sont acculés à la mort sur l'esplanade d'un village de Provence. Dans le tohu-bohu étrange des costumes, vestes brunes, paletot foncé, blouse bleue, serrées par des ceintures rouges, ils forment une étrange barricade, une masse sombre, irrégulière, groupée en dehors de toutes les règles de la stratégie, mais qui avait roulé là comme un bloc pour barrer le chemin ou mourir. Au milieu des fumées flottant sous les ormes, pareilles à des lambeaux de mousseline grise, le groupe n'est d'abord qu'une masse confuse, dont se détache une poignée de survivants et trois insurgés fauchés par la mitraille. Comme Delacroix, Zola fait vibrer les couleurs, rouge contre bleu. Dans la teinte grise des blouses et des vestes, dans l'éclat bleuâtre des armes, écrit-il, la police de Miette, qui tenait le drapeau à deux mains, mettait une large tache rouge, une tache de blessure fraîche et saignante. Et il souligne la dimension épique du tableau. Elle était là grandie, le visage rose. Elle se haussait sur la pointe des pieds pour voir la troupe. Il dramatise enfin un motif minuscule de la toile. Delacroix a figé en plein mouvement un voltigeur de la garde nationale. Un clairon brodé dessine un petit rond cerclé de rouge sur son bonnet, comme si le crâne du jeune insurgé allait bientôt, à cette place même, être transpercé d'une balle. Le détail n'a pas échappé à Zola. Il vit par terre le grand bûcheron, celui dont la tête dépassait celle des autres, avec un petit trou noir au milieu du front. La mort de Basile pendant la guerre de 1870 n'est sans doute pas étrangère à cet épisode du roman. Sa taille en avait fait une cible idéale pour les Prussiens. Après Delacroix, c'est Goya, dont Manet venait de citer le 13 de Maillot dans l'exécution de Maximilien, qui sert d'écran au drame de l'insurrection. La toile de Goya dénonçait l'impérialisme de Napoléon Ier en Espagne, celle de Manet, celui de Napoléon III au Mexique. Zola, qui avait courageusement défendu le tableau de Manet, banni de toute représentation publique par l'Empire, rend hommage aux deux peintres à la fois. À Manet, il emprunte son inspiration hispanisante et sa mise en page. La tête de Justin, apparaissant au ras du mur, les trois bohémiens montrant leurs têtes effarées, un vieux et une vieille et une grande fille aux cheveux crépus, dont les yeux luisaient comme des yeux de loup, viennent à l'évidence de Manet. À Goya, il emprunte une partie de son motif. Mourgue tend ses mains tremblantes vers ses bourreaux, comme le moine de Goya, puis il est abattu. Son cadavre alla rebondir au pied d'un tas de planches, où il resta plié sur lui-même, écrit Zola. Il lui emprunte aussi sa palette et ses éclairages,
même s'il remplace la lanterne carrée par un feu de bois. Pierre jeta un regard effaré dans ces ténèbres qu'un feu de bohémien tachait seul d'une clarté rouge. L'air s'étendait, désolé, sous le ciel jaune. La clarté des nuages cuivrés traînait en reflets louches. Au bord de la route, les prisonniers, les soldats, la foule, disparaissaient dans le noir des arbres. Seul le terrain, les madriers, les tas de planches, pâlissaient dans les clartés mourantes, avec des teintes limoneuses, un aspect vague de torrents desséchés. Les peintres romantiques étaient en effet persuadés que la lumière n'existait qu'à la condition d'être entourée de ténèbres. Des éclairs rougeoyants sur un ciel d'encre, une torche surgissant de la nuit, comme le flambeau invisible du temps éclairant les vieilles, sont typiques de ce ténébrisme onirique. C'est lui qui anime les visions romantiques de Florent dans le ventre de Paris. Les éclairs de couleurs intenses, les flammes des lanternes dansant au bout de bras invisibles, les boutiques rouges flambant devant les masses noires des halles. Les maisons de la rue Pirouette, émergeant de l'ombre à la lumière d'un réverbère, apparaîtront d'ailleurs à Florent comme les deux squelettes vivants de Goya. Les maisons tassées s'appuyaient aux épaules les unes des autres. Le bec de gaz en éclairait une très blanche, badigeonnée à neuf, avec sa taille de vieille femme cassée et avachie, toute poudrée à blanc, peinturlurée comme une jeunesse. Quant aux maquis de Provence, ils sont directement inspirés des paysages pré-romantiques. Si Miette et Silvère ont l'impression de marcher dans une avenue de villes détruites, ayant aux deux bords des débris de temples, c'est que la montagne est une ruine géante pour les romantiques. Le pêle-mêle monstrueux de ces rochers évoque la mort des civilisations. Comme Hubert Robert ou Panini, Zola fait donc de chaque rocher blanchissant sous la lune un fût de colonnes tronquées, un chapiteau écroulé. Il ouvre de mystérieux portiques dans le roc et découvre de brusques échappées, des bouts de la vallée étrangement cadrés au cœur du chaos. Une dialectique du vide et du plein structure ainsi la description. Devant cette immense cité cyclopéenne, dont les tours, les obélisques, les maisons aux terrasses hautes auraient caché une moitié du ciel, Miette et Silvère éprouvent la démesure du sublime, et le paysage semble vaciller entre deux infinis. Et dans les fonds, du côté de la plaine, se creusait, s'élargissait un océan de clarté diffuse, une étendue vague, sans bornes, où flottaient des nappes de brouillard lumineux. Dans ce flou vaporeux, qui rappelle les magmas irisés de Turner, Miette et Silvère contemplent l'immensité impalpable du vide. Perchés sur un rocher, comme sur la pointe d'un récif, ils dominent la mer phosphorescente des nuages, à la manière du voyageur de Friedrich. Mais Zola ne choisit pas seulement l'écran des peintres romantiques parce qu'ils correspondent à l'imaginaire de ces personnages, il les choisit aussi parce qu'il les aime. Né en 1840, il a connu les premiers émois de l'adolescence en jetant aux échos les vers de Musset, de Lamartine et de Victor Hugo, et il ne se départira jamais totalement de ses amours de jeunesse. Il se tournera pourtant vers le réalisme dès les années 60, avant de découvrir dans l'impressionnisme l'écran qui seul convenait véritablement à son tempérament et à l'esthétique naturaliste. C'est ce que nous allons voir maintenant.